Raphaël Liogier est directeur de l'Observatoire du religieux et professeur des universités à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Ses diverses interventions dans les médias sont portées par la passion du chercheur. Elles abordent sans rupture le général et l'anecdotique, bousculant nombre d'idées reçues sur la laïcité, les institutions françaises et leur rapport aux religieux. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, et notamment « Le bouddhisme mondialisé » et « Une laïcité légitime ». La France et ses religions d'État. L'exposé qu'il a donné lors de ce colloque portait sur les nouvelles minorités religieuses communément appelées sectes. Nous le présentons en 2 vidéos, dont celle-ci est la première. À l'origine de mes recherches, j'ai travaillé sur le bouddhisme et assez naïvement, je suis tombé en étudiant le bouddhisme sur le rapport entre le bouddhisme et les institutions publiques et l'imaginaire dominant dans la société française. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que le bouddhisme qui en Occident, en Europe et en France en particulier, est une nouvelle religion. Ce n'est pas une nouvelle religion essentiellement, c'est une religion qui est quand même reconstruite en Occident, qui est occidentalisée. C'était d'ailleurs le titre de ma thèse, l'occidentalisation, comment ça s'est occidentalisé. Et pourquoi c'est devenu une bonne religion? Et alors, en négatif, à travers le filtre de cette bonne religion, pourtant nouvelle religion, dans notre contexte, j'ai essayé de comprendre ce qui faisait que d'autres religiosités, elles, n'arrivaient pas à devenir des bonnes religions. Et donc c'est ce travail-là que j'ai fait. Il y a à l'intérieur même du bouddhisme, par exemple. Pourquoi est-ce que certains mouvements à l'intérieur du bouddhisme, qui sont pourtant des mouvements qui, numériquement, sont parmi les plus importants à l'intérieur du bouddhisme, je pense à l'Asoka Gakkai, eux vont être considérés comme des mauvais mouvements. Alors, pour revenir à ce que disait Jean Bobéro, il y a un rapport. L'Asoka Gakkai est le seul mouvement bouddhiste en France, qui revendique officiellement, parce que maintenant ils sont un peu plus, qui revendique officiellement le fait de constituer des écoles, de faire même des universités. Au Japon, il y a une université Soka, aux États-Unis, il y a une université parfaitement acceptée dans le système universitaire américain. Et du coup, effectivement, là, il y a une contradiction avec le monopole que la laïcité, en tant que système symbolique et système politique d'État, se donne à elle-même. À l'origine, le fait d'employer le mot secte n'est pas forcément lié à la religion en particulier. Je voulais seulement dire un groupe d'individus qui se séparaient d'un tronc commun quel qu'il soit, école philosophique, Pascal, si je ne m'abuse, parlait de la secte des sceptiques, d'individus qui étaient séparés par leur pensée, par leur façon de voir le monde. Alors effectivement, à force d'être séparés, finissaient par avoir des comportements un peu étranges, bizarres, et d'où là pour le coup la dérive idéologique qui les donne comme tellement différents qu'ils finissent par être anormales et qu'on peut supposer qu'ils sont dangereux, qu'ils complotent, si vous voulez. Mais au départ, le mot secte, c'est pas forcément lié à la religion en particulier. Alors, deuxième définition, le mot secte, c'est la définition sociologique, c'est la définition qui est donnée par un certain nombre de sociologues, il y a des grands ancêtres, et en particulier, il y a Max Weber. Il y a des mouvements religieux qui disposent de ce qu'il appelle le monopole hiérocratique. Pour faire vite, le monopole hiérocratique, c'est le monopole des biens du salut, c'est-à-dire, pour ainsi dire, le monopole du sens. Et ça, c'est ce qu'on appelle le type église. Sur un territoire donné, ils ont le monopole. Et puis, à côté de ça, il y a des mouvements qui ne disposent pas de ce monopole et qui existent en concurrence. Ce monopole du sens, si vous voulez, en faisant des biens du salut. Là, c'est ce qu'on appelle des sectes. Et c'est tout à fait... Alors, effectivement, en général, quand on n'a pas le monopole, en général, parce que c'est plus le cas, ça veut dire qu'on est implanté depuis moins longtemps. Ça veut donc dire que le poids de la tradition est moins fort. Et une tradition, qu'est-ce que c'est? Une tradition, c'est aussi une contrainte. Une contrainte qui pèse sur qui? Sur les clercs qui représentent cette tradition. Parce que si la position d'un évêque, sa fonction, son rôle, les limites de ce qu'il doit, de son agir, est définie par la tradition, l'évêque, il peut moins jouer au leader charismatique, puisque c'est défini par
une tradition, il y a une sorte d'inertie traditionnelle. Alors, effectivement, dans un nouveau mouvement religieux en concurrence, eh bien, il y a plus facilement une légitimité charismatique qui peut se développer, pour la bonne raison que le poids de la tradition est moins fort. Donc il y a une moins forte inertie dans la définition et la limite du rôle qui est assigné au clerc. Alors bon, c'est vrai que dans les pays, les pays de tradition protestante, la secte, les sectes, c'est beaucoup moins péjoratif, une notion qui est beaucoup moins péjorative qu'en France, parce que ça fait partie aussi du dynamisme même de l'espace public, dans la définition des valeurs. Alors là, la définition française de la secte, c'est en gros une menace pour l'ordre public, voire un mouvement considéré comme objectivement criminel. Ce serait ça une secte. Quand on prononce le mot secte, c'est d'où d'ailleurs le débat sur la définition même du mot secte, un débat qui se retrouve à travers l'évolution des appellations, des organisations qui sont supposées observer les sectes. En France, je pense au passage effectivement de l'Observatoire à la mission interministérielle de lutte contre les sectes. La secte, c'est forcément négatif, c'est-à-dire c'est un fléau, c'est un cancer. On lutte contre un cancer, quel qu'il soit, parce que c'est un cancer. En soi, ça veut dire ça. Puis petit à petit, on dit, ah non, mission interministérielle de lutte et de vigilance. Alors cette fois, on est seulement vigilant, parce qu'on n'est pas forcément en guerre tous azimuts, et contre les dérives sectaires, seulement quand ça dérive. Ce qui veut dire qu'il pourrait, a priori, y avoir des sectes qui ne dérivent pas et qui restent des mouvements religieux légitimes. On voit une sorte d'évolution symbolique, à l'évidence, qui n'a pas su s'inscrire dans la pratique, voilà, dans le réel. On est obligé de parler de la notion française de laïcité. Parce que là, en quelque sorte, ce qu'on appelle une secte, c'est un peu une vision en négatif de ce qu'est la laïcité française. Alors la laïcité française, je ne veux pas le développer parce que Jean Bobéro l'a évoqué, effectivement, l'héritière dans la version républicaine, voire républicaniste, d'une certaine tradition monopolistique de l'Église catholique associée à l'État français dans ce qu'on a appelé le gallicanisme. Et il est vrai qu'il y a eu en quelque sorte un transfert, même si on a eu le sentiment que c'était une révolution. Est-ce que la laïcité, c'est la séparation, comme l'indique le titre de la loi de 1905, séparation des églises et de l'État? Je ne crois pas, la plupart des chercheurs sérieux savent aujourd'hui que concrètement, la laïcité, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la neutralité? Alors oui, c'est la neutralité, mais tout le problème, là, est un problème de définition. Et les définitions, ce n'est pas seulement théorique, ça a des conséquences pratiques extrêmement importantes. Parce que quand on dit neutralité, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si je vous dis, je vais boire un liquide, et alors il a un goût neutre. Est-ce que c'est possible que ce liquide ait un goût neutre? Ce qui a un goût neutre, c'est ce qui est nulle part, ce qui est partout, qui n'est pas situé, qui n'a pas d'opinion. C'est bizarre parce qu'on approche petit à petit, avec toute cette définition, ubiquité, c'est partout, ça n'a pas d'opinion, mais ça peut tout dire, c'est universel. C'est assez proche de la définition de Dieu, finalement. Si on reste tout le temps dans la structure, du point de vue simplement linguistique. Dans la réalité, cette neutralité, puisque c'est en quelque sorte un espace vide, a été l'objet de lutte pour la définition de ce qu'est la neutralité. C'est ça qui est très intéressant. Alors le sociologue, en particulier le sociologue de l'action publique, qu'est-ce qu'il essaye de voir? Il se dit quels sont les opérateurs symboliques, c'est-à-dire les gens qui imposent un sens, qui sont suffisamment forts à un moment donné pour imposer un sens, c'est-à-dire une définition de ce qu'est cette neutralité, de ce qu'elle n'est pas. Alors il faut voir que, à mon sens, il y a eu un renversement dans la vie politique, la vie publique de ce qu'on appelle la laïcité dans les années 80. Là aussi, Jean Bobéro a évoqué une série d'événements, donc je ne vais pas y revenir. J'avais prévu d'en parler, mais je ne vais pas y revenir. Mais c'est vrai que pour moi, la période des années 80 correspond assez à cette période au XIXe siècle où la notion de république
était l'objet d'une lutte entre droite et gauche. C'est-à-dire que si on était à droite, on était conservateur, on était pour un retour à l'ancien régime. Si on était à gauche, on était plutôt pour la République. Et puis à un moment donné, il y a eu un renversement. Tout le monde était pour la République. Du coup, on était dans une redéfinition à l'intérieur même de droite et gauche d'une certaine définition de ce qu'est la République, mais à l'intérieur d'un consensus, c'est-à-dire c'était devenu un cadre nécessaire, plus personne sortait de ce cadre, tout le monde était, presque, pas tout le monde, mais tout le monde devenait républicain, mais avec la redéfinition des orientations à l'intérieur. Eh bien, avant les années 80, si vous regardez, moi j'ai fait un peu une analyse des magazines, des journaux, en faisant des analyses de contenu parfois d'ailleurs, et je me suis rendu compte que avant les années 80, on était, en faisant grosso modo, soit pour, soit contre. Effectivement, lorsqu'on était contre la laïcité, quand on était contre la laïcité, c'était une orientation plutôt conservatrice, plutôt à droite, plutôt catholique, plutôt un certain nombre de choses. On pouvait dresser une sorte de portrait robot rapide, d'idéal type, au sens de Weber, c'est-à-dire qui n'existe pas dans la réalité, mais qui nous permet quand même de la mesurer. On met toutes les caricatures, si vous voulez. Et puis en face, on avait plutôt ceux qui étaient pour la laïcité, alors qu'ils se voulaient républicains, républicanistes, plutôt à gauche, etc. Mais à partir des années 80, ça va évoluer. Poste du rapport parlementaire, il y a eu le 89 les premières affaires du voile, toute une série de choses. Et à partir de ces années-là, la laïcité est devenue ce que j'appelle une image cadre, comme la République. C'est-à-dire qu'on s'est de plus en plus battu pour savoir ce qu'était la laïcité, mais tout le monde était devenu laïque. Mais moi, bien sûr, je suis laïque, vous demandez à une... Je n'ai aucun problème, la laïcité, c'est parfait, etc. Sauf que tout le monde avait une définition particulière. Et lorsqu'on interrogeait les jeunes filles voilées dernièrement, dans les affaires, mais nous, c'est pour défendre la laïcité, avec un discours tout à fait cohérent, mais avec une définition de la laïcité. Alors du coup, on a eu des luttes de ce que j'appelais une neutralité qui était une neutralité neutralisante. Pour neutralité, une neutralité qui se revendique comme différenciante. Et on a eu ce type de conflit avec une très forte lutte symbolique, ou ce que Bourdieu appelle, je trouve, qui s'applique parfaitement bien à la situation du religieux, une lutte des classements. Une lutte des classements. C'est-à-dire que la lutte dans le religieux aujourd'hui, c'est comment on se classe. Alors, il y a ceux qui sont classés comme sectes, ceux qui sont classés comme ceci, ceux qui sont classés comme religion historique, grande religion. Lutte des classements reprise dans les rapports. Parce qu'en théorie, la République ne reconnaît aucun culte, mais il y a des religions reconnues dans les rapports parlementaires. Ouais, donc alors quelle différence entre religion et culte? Comment ça fonctionne? La pratique du culte et la définition du religieux? Non, la pratique du culte, c'est pas pareil que la définition du religieux. Vous voyez, vous avez des luttes de définition qui ont des conséquences extrêmement fortes. Et dans ces luttes de définition, donc ces luttes de classement, les individus s'autoclassent comme des gens bien, en général. Autoclassent les autres comme des gens... plutôt classent les autres comme des gens moins bien, mais les autres essayent de se défendre en s'auto-reclassant. Oui, à travers... on a ces espèces de rapports de force. Alors, ce qui était assez exceptionnel dans la situation française, c'est qu'au milieu de ces rapports de force, on a eu un lobby, comment dire, une sorte on a différents opérateurs, et un des opérateurs, de groupes opérateurs symboliques, ça a été les universitaires et les chercheurs. Et ça l'est toujours en France. Qui ont essayé de faire entendre leur voix à travers des colloques, à travers toute une série je pense à un livre de Secte et démocratie qui était sorti, voilà, qui faisait partie de cette espèce de lutte symbolique pour dire, nous, chercheurs, on a quand même quelque chose à dire. Dans un sens, c'est pas très normal qu'il n'y ait pas un seul chercheur quasiment, recruté par la République française, une indivisible, chercheur ou professeur d'université ou maître de conférence ou je sais pas moi, à terre, attaché temporaire d'enseignement, qui soit engagé par la Miviludes comme expert, parce que chaque fois ils disent sont des gens louches. Mais moi je veux bien croire, parce que je ne dis pas qu'il n'y a pas des mouvements dangereux, parce qu'il y a toujours des mouvements dangereux, des mouvements charismatiques, il y a une lutte contre l'ordre public, tranquillité, salubrité, sécurité publique, il y a certainement des choses à faire, etc. Mais là,
je me dis qu'il y a peut-être un problème, c'est-à-dire qu'il y en aurait quand même un ou deux qui seraient là pour défendre, ce n'est pas un complot généralisé, enfin tous les chercheurs ne sont pas achetés par les nouveaux mouvements religieux. C'est un peu ça qu'on peut reprocher au système. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas écouter une étude ethnographique qui a été faite sur tel mouvement? Après, vous prenez la décision que vous voulez, si vous décidez que ceci ou cela. Voilà. Alors, ça c'est... Non, mais ça, on l'a retrouvé, parce que les choses sont en train d'évoluer. Elles évoluent, pas en apparence pour les gens qui se sentent victimes de ce système, mais elles évoluent quand même, ne serait-ce que parce que la lutte se radicalise, c'est agonistique, si vous voulez. C'est une lutte qui se radicalise parce que, justement, on ne peut plus éluder complètement le débat de par la contrainte européenne. Et je vous signale qu'au sein même du pouvoir du gouvernement, il y a des luttes intestines. Je pense à la différence qu'il y a entre la position du ministère de l'Intérieur, qui a toujours été cette position, la position du ministère de l'Intérieur, et la position, je ne sais pas moi, plutôt du côté du Premier ministre avec la Miviludes. Parce que ce qu'il faut, je prends l'exemple avec ce qu'il y a eu avec les témoins de Jéhovah. Avec les témoins de Jéhovah, il y avait une sorte d'imaginaire généralisé. Il fallait absolument attaquer les témoins de Jéhovah, c'est l'horreur, ils refusent les transfusions sanguines, etc., etc. C'est vrai que doctrinalement, on peut dire, si on lit seulement ce qui est dit dans la doxa des témoins de Jéhovah, il y a peut-être des problèmes, etc., etc. Seulement, du point de vue pratique, le ministère de l'Intérieur a souligné qu'il n'y avait pas de remonter avec des problèmes. C'est-à-dire que globalement, même si peut-être leur religion leur dit que, etc., les témoins de Jéhovah qui ont un problème avec leur enfant, etc., eh bien, ils laissent faire. Ils laissent faire parce qu'ils veulent que comme tous les parents, ils veulent que leurs enfants survivent, etc. Et il y a une sorte de compatibilité, d'évolution qui se fait. Mais est-ce qu'on peut condamner les gens seulement sur ce qui va être dit dans la doctrine? Je ne crois pas que ce soit le rôle de la République française.